C'est bon, je partage, c'est bon. Voilà, donc, Alexandre Carras, néphro HGP. Et donc, je vous représente effectivement l'effet Renato dont vous avez parlé l'année dernière. Je pensais que ça serait débuté, mais en fait, on a des gros soucis avec la NSM. Ça a été assez compliqué déjà de déposer aux autorités. Vous savez, il y a le nouveau portail CTIS, qui est le portail européen maintenant pour déposer vos projets. Sachez que c'est beaucoup plus compliqué qu'avant. En tout cas, la DRC a mis un temps phénoménal à réunir les documents pour les centres et pouvoir déposer le projet aux autorités. Et puis la NSM, en fait, là, pour l'instant, nous bloque un petit peu pour un certain nombre de points à la fois de méthodologie et à la fois de safety. Donc, j'ose espérer qu'on va avoir une réponse positive dans les prochains jours, mais même ça, je ne suis pas sûr à 100%. Donc, très rapidement, je ne vais pas revenir dans le détail sur les Renato, juste pour vous dire que l'idée derrière ça, c'est de justement essayer de limiter les dégâts glomérulaires occasionnés lors de la poussée initiale d'une vascularité en cas et d'améliorer la cicatrisation rénale. En tout cas, c'est quelque chose qui repose sur les travaux de Pierre Lutharo, je crois qu'il est parti, qui travaille au laboratoire depuis longtemps sur la physiopathologie de l'extracapillaire, de la prolifération extracapillaire, et qui a montré, en tout cas, il y a maintenant quelques années, un rôle primordial pour quelque chose qu'on appelle le PPAR gamma, un récepteur qui a un rôle protecteur pour le rein extrêmement important, et dans des modèles, en tout cas animaux, murins, en fait, le fait d'avoir une activation de PPAR gamma avec notamment la pioglitazone permet d'améliorer la cicatrisation rénale, limiter les dégâts en termes d'insuffisance rénale, en termes de protéinurie, en termes de croissant, même quand cette pioglitazone est donnée de façon décalée par rapport à l'agression initiale sur le plan glomérulaire. Dont l'idée derrière l'essai Renato, c'est de se dire qu'on va traiter tous les patients de façon standard, bien sûr, en termes d'immunosuppression, et qu'on va essayer d'en rajouter en fait à la moitié des patients la pioglitazone pour essayer de voir est-ce qu'on a une meilleure récupération de la fonction rénale, et on s'appuie pour ça sur un critère composite qui montre que globalement on arrive à obtenir de façon assez précoce sur les 6 premiers mois à la fois une récupération de la fonction rénale avec un delta DFG supérieur à 30% et l'obtention d'une protéinurie à moins d'1 gramme à 6 mois. C'est un critère composite qu'on a évalué de façon rétrospective sur une grosse cohorte qui regroupe les patients de pas mal d'études que vous connaissez, hein, Improve, MySac, Rituxva, c'est les 2 études MENRIT-100. Ça représente plus de 400 patients avec une atteinte rénale et dans lesquels on a démontré que le fait d'avoir au bout de 3 à 6 mois après l'induction une protéinurie ou une hématurie persistante avait un effet délétère sur un critère composite qui était celui d'essai ou dialyse, mais ça marche également sur la dialyse seule. Et globalement, on a essayé de valider un critère un surrogate endpoint, comme on dit effectivement dans notre jargon aujourd'hui, qui est celui-ci qu'on va utiliser en tout cas dans ce protocole, qui est l'obtention justement de cette amélioration de la fonction rénale et l'obtention d'une protéinurie à moins d'1 gramme au bout de 6 mois. Et on sait que ces patients-là ont un risque, en tout cas quand on a ça, on a un risque d'arriver en dialyse qui est vraiment nul à long terme. Donc, bien sûr, les secondary endpoints, je ne vais pas passer dans le détail, mais vous imaginez bien qu'on va regarder plein de choses, y compris un certain nombre de biomarqueurs urinaires, notamment le CD163 dont on parlait tout à l'heure. Les critères d'inclusion sont assez simples, hein, c'est des vascularités en cas avec une atteinte rénale biopsiée. On va exclure les patients les plus sévères, notamment ceux qui ont un DFG à moins de 15 millilitres par minute. Globalement, on exclut un certain nombre de patients du fait de cette fameuse pioglitazone. Je reviens en 2 mots sur la pioglitazone. C'est un médicament qui a été mis sur le marché il y a quelques années pour traiter le diabète et qui a été retiré du marché quelques années plus tard pour des effets secondaires présumés, notamment effectivement un risque, en tout cas dans les essais initiaux, sur un surrisque de cancer de vessie qui a été invalidé par la suite. J'en parlerai un petit peu, mais bon, ce médicament est toujours commercialisé dans la plupart des pays européens et à travers le monde. Et les études de cohorte, après coup, ont montré qu'il n'y a pas de surrisque urothélial. Par contre, il y a un autre risque qui est réel, en tout cas, c'est celui d'une rétention hydrosodée.
avec globalement ce risque d'avoir des œdèmes et donc des compensations d'insuffisance cardiaque. D'où les critères d'exclusion qu'on a retenus, c'est ceux d'insuffisance cardiaque classe 3 à 4 hein, ou d'une classe 2 avec une FEVG à moins de 40%. De ce coup, bien sûr, on va regarder un certain nombre d'effets indésirables graves spécifiques. On est quand même obligé de tenir, on se tient à regarder les carcinomes urothéliaux et justement pour pas induire, en tout cas, de problèmes de confusion, on a décidé de traiter tout le monde par du rituximab. Au moins, on enlève ce facteur de risque supplémentaire pour l'urothélium. Sur le plan cardiaque, on a dit on essayait d'éliminer les patients qui ont une insuffisance cardiaque, une cardiopathie sévère, mais surtout de mettre en place durant le suivi un suivi régulier du BNP, bien sûr, et du poids, et puis donner des consignes assez claires au niveau des investigateurs pour augmenter les diurétiques hein, et être sûr qu'on ne conduit pas le patient vers l'OAP. Il y a des effets secondaires connus de ce médicament, donc l'ANSM nous a demandé de regarder de façon régulière les risques d'hépatite, d'ostéoporose, d'œdème maculaire diabétique. Bref, c'est un peu des points qui nécessiteront quand même malgré tout une surveillance, mais on est quand même sur des durées de traitement très courtes parce qu'on donne pour 6 mois et les différents essais qui ont montré de toxicité telles que celle-ci, en fait, c'est des essais dans lesquels on a eu un traitement très prolongé, ce qui va pas être le cas dans Renato. Donc l'idée, c'était, tout le monde est traité avec un schéma combinant le rituximab de façon standard. On avait pris le parti de traiter tout le monde avec le schéma Pexivas en termes de corticothérapie. Peut-être que, avec ce qu'on a dit aujourd'hui, peut-être qu'il faudrait qu'on amende les choses. Bon, en tout cas, et bien sûr, tout le monde va recevoir un traitement en double aveugle, soit la pioglitazone ou un placebo pendant les 6 premiers mois. Le critère primaire de l'étude est regardé à M6, donc globalement, on va suivre les patients jusqu'à M12 pour regarder un certain nombre de paramètres. La vraie question qui s'était posée, c'est qu'est-ce qu'on fait des traitements antiprotéinuriques? On en a parlé ce matin à propos de Riga. Qu'est-ce qu'on fait hein? Est-ce qu'on autorise ou pas les patients, les investigateurs à mettre des IEC, les ARA2 et les inhibiteurs de SGLT2? On a pris le parti, en tout cas, de demander aux investigateurs d'attendre M6 avant de le mettre, avant d'attendre le endpoint principal, sauf si, bien sûr, on s'en sort pas en termes de tension artérielle avec les autres traitements antihypertenseurs habituels. Par contre, après, au-delà de M6, bien sûr, vous serez non seulement autorisé, mais peut-être même incité à mettre les IEC, les ARA2 et les limiteurs de SGLT2. En tout cas, si vos patients sont protéinuriques, ça sera peut-être même quelque chose d'assez intéressant de regarder entre M6 et M12 comment est-ce qu'on arrive avec les traitements symptomatiques de néphroprotection à améliorer les choses. Donc voilà, il y a 128 patients qui sont censés être inclus. On va avoir une durée de la période d'inclusion qui va être de 3 ans, un suivi d'1 an en tout. On a 25 centres pour l'instant qui vont être ouverts, mais je pense qu'on va l'ouvrir au fur et à mesure. On espère en tout cas pouvoir débuter. Tout est prêt. En fait, on a déjà tout, hein, le médicament, le placebo, le CRF, on a tout. On attend juste le feu vert de l'ANSM pour pouvoir démarrer. Et donc, je pense que je vais vous contacter rapidement pour ceux qui ont déjà manifesté leur enthousiasme pour cette étude, en tout cas pour commencer les mises en place, je l'espère, avant cet été. Merci, je suis ouvert à vos questions. Une question là-bas, Olivier Morane. Hein. Oui, c'est vrai qu'on l'avait à l'époque, en tout cas, quand ce protocole a été dessiné, effectivement, on avait mis effectivement en moins de 14,9. En fait, on va avoir une MAPA systématique à la semaine 4 et à la semaine 12, aussi pour pouvoir comparer un petit peu les groupes, hein, tout simplement. Donc, tu as peut-être raison, peut-être que c'est quelque chose qu'on peut amender et puis revoir un peu des cibles un peu plus bas. Je suis d'accord avec toi, mais c'est vrai qu'on aimerait bien essayer de tenir, on va dire, sans IEC ARA2 au départ. Je suis d'accord avec toi. Pour un néphrologue comme moi, c'est un peu compliqué, mais néanmoins, c'est pour voir réellement quel est l'aspect de cicatrisation rénale avant même de mettre l'IEC ARA2. Mais tu as raison, peut-être qu'on va voir un peu plus bas.
Et si mon interprétation ensuite est que si tu as une différence de tension artérielle, comme la tension artérielle est associée à ton hémoglobine, on va gêner. Donc moi, je suis d'accord avec cette magnifique, parce qu'il faut pas mettre une cible de tension artérielle chez ces patients aussi. Ah oui. Alors, on peut imaginer que la tension sera la même dans les deux groupes, pour le coup. Mais voilà, la pioglitazone n'est pas censée, en tout cas, agir de façon importante sur la tension artérielle. Mais peut-être qu'effectivement, faut qu'on voit un peu les cibles à la baisse. Tout à fait. Il y avait une question, Philippe Rémy. Non, non, la question, c'est est-ce qu'on envisage une biopsie de contrôle à 6 mois, un an? Non, en fait, on aurait bien aimé, hein, mais comme toujours, c'est toujours mieux de montrer effectivement la cicatriation rénale et histologique, mais non, on peut pas imposer ça ni aux patients ni au centre investigateur, en fait. La question est presque posée, mais c'était la même. Les degrés de DFG pour lesquels tu veux inclure les patients, c'est à plus de 15 millilitres par minute de DFG. Non, plus de 15. Rituximab seulement, ça veut dire pas de Ritux-VAS, pas de combinaison Ritux-endox. Pour l'instant, on a voulu faire, tu as compris hein, le problème avec le cyclophosphamide et le surrisque urothélial. On a voulu éliminer complètement le cyclophosphamide. Je sais qu'il y a encore beaucoup d'entre vous, et nous aussi d'ailleurs, on continue à faire un peu de cyclophosphamide pour un certain nombre de patients. On a voulu faire un homogène en termes de traitement d'induction. Pas d'autres questions? Pas pour nos questions pour l'instant.